Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Mesdames et messieurs, chers amis, chères intervenantes, chers intervenants, pour cette journée d'études, quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Jean Jaurès, qui, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, ou pas encore assez, a été fondée en 1992 par Pierre Mauroy et présidée aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. En nous donnant ce nom de Jaurès, Pierre Mauroy soulignait l'importance accordée à l'histoire au sens large, et pour ce qui nous occupe chaque jour, il inscrivait l'action de notre fondation dans l'histoire du socialisme et de la gauche. L'histoire, j'aime à le répéter, n'offre pas le code pour agir dans le présent, et ce serait sûrement d'ailleurs plus facile, mais offre de nombreux sujets de réflexion pour conduire une action, comprendre des processus dans le temps long et faire face à des événements. C'est pour cela que le secteur histoire est un des 3 piliers de la Fondation Jean Jaurès, à côté des secteurs études et internationales. Pour ce faire, comme certains d'entre vous le savent ici, il n'y a pas d'études historiques sérieuses sans archives, et c'est ainsi que nous contribuons à faire avancer la connaissance avec un centre d'archives de plus de 2 km de documents qui est aussi de cette cité Malesherbes. Dans nos différentes activités, nous accueillons les travaux des historiens, à la fois chercheurs chevronnés et jeunes en devenir. Nous soutenons de nombreux débats et rencontres en écho à des questions d'actualité et nous diffusons des articles et des livres. Et je fais un tout petit peu d'autopromotion. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'une nouvelle collection en partenariat avec les éditions du Bord de l'Eau, qui s'appelle Parcelles d'Humanité, et dont déjà 3 titres sont disponibles. C'est tout naturellement que revenir 50 ans après, sur l'année 1974, nécessitait un projet ouvert et collectif, et donc des partenariats. Et je vous accueille ici avec l'Institut Georges Pompidou, pour qui cette année 74 fait évidemment sens, et Christine Manigan, la présidente de son comité scientifique, ou conseil scientifique, peut-être, je ne sais pas, excusez-moi, s'exprimera dans quelques instants. Et je vous accueille aussi avec un plaisir renouvelé, avec la encore jeune Société française d'histoire politique, fondée en 2019, je crois, et avec qui la Fondation Jean Jaurès a signé une convention cadre de partenariat pour organiser de tels événements et dans laquelle nous nous reconnaissons facilement, puisqu'elle se propose de promouvoir et développer les recherches qui s'effectuent dans la spécialité du politique à toutes les époques et dans tous les territoires. Belle ambition. Donc je remercie vivement son président Gilles Richard et Maxime Donnet avec qui nous avons préparé cette journée. Pour la Fondation et les activités de son secteur histoire, cette rencontre s'inscrit dans une série d'autres manifestations autour des 50 ans d'eux. Je rappellerai simplement qu'en 2018, nous sommes revenus dans cette même salle sur le couple Pierre Mendès France, François Mitterrand et mai 68. Qu'en 2019, nous avions réfléchi aux mutations politiques de l'année 1969. Et en 2022, nous avons réfléchi sur les 50 ans du programme commun du gouvernement de la gauche. Des débats qui sont disponibles en ligne sur Internet. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que nous sommes filmés et diffusés en direct sur YouTube, ce qui obligera donc chaque intervenant à ne pas trop s'éloigner de son micro et le public, dans le temps des questions, à aussi se saisir du micro pour la poser. Venons-en quelques éléments rapides en guise d'ouverture sur notre sujet. Donc le jeudi 16 mai, oui c'était aussi un jeudi 16 mai, voilà 50 ans jour pour jour, le premier débat entre les 2 finalistes d'une élection présidentielle venait de se dérouler, c'était aussi un autre 10 mai. Le candidat de l'Union de la gauche avait quitté les murs de cette maison, donc ici cité Malesherbes, mi-avril, pour un local de campagne Tour Montparnasse. Les Françaises et les Français allaient voter le 19 mai pour choisir entre finalement ce que certains appellent 2 alternances différentes. C'est un mot alternance pour être sûrement discuté aujourd'hui. Nous reviendrons au cours des contributions de ce jour, bien sûr, sur les événements politiques de l'année 1974, mais nous n'allons pas nous appesantir sur les premières mesures du nouveau président, ni sur l'occasion manquée de 1974 pour la gauche, expression que j'ai beaucoup entendue depuis que je suis dans cette maison ou au contact de témoins ou d'archives. Notre objectif, comme vous l'avez vu dans le programme, est au-delà et de rappeler les mutations en cours dans la société et l'économie française dans un contexte national et européen en rapide évolution. 1974 ne se présentait pas comme une année banale dès le début du mois de janvier. J'ai cherché quelques éléments de contexte de tout début de l'année, un peu pour ouvrir et poser quelques jalons. Lors de ces différents vœux, publiés d'ailleurs sur le site internet de l'Institut Georges Pompidou, le président avait en quelque sorte donné le ton grave en parlant d'ère des incertitudes. Dans Le Monde du 5 janvier, on peut lire l'inquiétude qui, d'après les sondages, a saisi plus de 65% des Français, estimant qu'en 1974, les choses iront encore plus mal qu'en 1973, n'épargne pas la presse hebdomadaire à l'heure des bilans et des vœux. La crise pétrolière, l'inflation, l'inefficacité selon les uns ou la malfaisance
selon les autres du gouvernement font que l'an 9 s'annonce sous de mauvais auspices. Les journalistes et les responsables politiques s'attendaient à un départ du président que les milieux bien informés savaient affaibli. J'étais moi-même un peu finalement surpris de découvrir que clairement l'Express a annoncé le 2 janvier dans sa couverture Pompidou l'année du départ. Et Michel Cotta écrivait « Tout se passe comme si quelques personnes et des mieux renseignés spéculaient désormais sur une élection présidentielle à court terme, comme si 1974 devait être pour M. Georges Pompidou l'année du départ ». Donc bien sûr, on s'attendait plus, je pense, à une démission qu'à un événement brutal. François Mitterrand, dans son premier édito de l'année, dans l'Unité, journal socialiste, s'inscrivait dans cette idée que 1974 serait la fin d'une époque. La gauche cherche dans ces jours-là à adapter le programme commun au contexte de la crise de l'énergie, qui résulte donc du choc pétrolier de 1973, sur lequel les contributions reviendront, je pense, largement. Et dans cette même salle, donc, François Mitterrand, peut-être assis, je pense, à la place de Gilles, voilà, dans sa première conférence de presse, le 14 janvier, les photos le prouvent, hein, il était assis exactement là, centrait principalement, d'ailleurs, cette conférence de presse sur le sujet de la crise de l'énergie. Voilà. Je voulais juste poser ces quelques éléments de contexte qui, vraiment, des tout premiers mois de l'année 1974. Et je n'ai pas évoqué le contexte européen qui fera l'objet de contributions cet après-midi, et je laisse tout de suite la parole à Christine Manigan pour quelques mots d'accueil. Merci beaucoup, cher Thierry. Écoutez, moi, je vais effectivement formuler des remerciements, tout d'abord à la Fondation Jean Jaurès, bien sûr, et plus particulièrement à Thierry. Ça a été un plaisir de travailler avec vous à l'élaboration de cette journée, aux réunions préparatoires, à la fois pour votre sens aigu de l'organisation et pour vos compétences scientifiques. Cette journée est donc issue d'un partenariat, un trio infernal mais qui va bien marcher, avec effectivement la Fondation Jean Jaurès et la Société française d'histoire politique qui a été créée en 2019. Et mes remerciements vont également, bien sûr, à notre cher président Gilles Richard qui est là et à Maxime qui nous a aidés, Launay qui nous a aidés dans la préparation de cette journée. Alors le troisième membre du trio, c'est l'Institut Georges Pompidou, où nous avons signé cette convention de partenariat avec la Société française d'histoire politique. Alors cet institut, pour vous le présenter en quelques mots, il a été créé, d'ailleurs il y a une concomitance des dates de création de ces instituts mémoriels, puisque l'Institut Georges Pompidou, la Fondation Jean Jaurès a été créée en 1992, oui, si je ne me trompe pas, et l'Institut Georges Pompidou a été créé en 1989 et reconnu d'utilité publique en 1993. Donc il y a une vraie concomitance sur laquelle il faudrait sûrement réfléchir. Cet Institut Georges Pompidou a été créé à l'initiative d'Édouard Balladur et de Pierre Messmer et en collaboration avec Claude Pompidou. Donc, il s'inscrit dans ces instituts mémoriels, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation Charles de Gaulle, l'Institut François Mitterrand et la très récente Fondation Valéry Giscard d'Estaing. Même s'il y a des problèmes et des dissemblances de statut juridique, puisque la plupart sont des fondations, ce qui n'est pas le cas juridiquement de l'Institut Georges Pompidou, qui n'a pas accédé au statut de fondation. Cet Institut Georges Pompidou est présidé aujourd'hui par Bernard Hezambert, qui préside le conseil d'administration et qui a été, il en reste peu, il faut bien le dire, un collaborateur de Georges Pompidou. C'est lui qui s'occupait à l'Élysée, mais surtout à Matignon, mais surtout à l'Élysée, de toutes les questions économiques et notamment des questions industrielles à l'Élysée. Alors, le but de ces fondations et de ces instituts est effectivement le même, mais j'aimerais insister sur une chose, et ceux et celles qui ont travaillé, on partagera peut-être effectivement le même sentiment, c'est la difficulté qu'il y a dans ces instituts ou dans ces fondations de distinguer à la fois l'histoire de la mémoire. Et c'est un vrai problème que d'essayer de marcher sur deux pieds, et c'est pas du tout facile, et je crois que c'est quelque chose aussi à laquelle on peut, en tant qu'historien, réfléchir.
Alors depuis la création, l'Institut Georges Pompidou, effectivement, a, grâce à un certain nombre de ses membres, et parmi les plus actifs scientifiquement, je veux citer ici Bernard Lachaise, effectivement, cet institut a sorti à peu près tous les ans et demi un colloque, ça veut dire qu'on est à peu près à une trentaine de colloques. Mais là, Noéline Castagnier en parlerait mieux que moi, nous disposons également, et là c'est un peu notre singularité, d'un très large fonds d'archives orales. Très large fonds, et ça c'est intéressant parce que des chercheurs viennent effectivement essayer de voir et d'entendre surtout ces archives orales, 179 entretiens d'une durée à peu près chacun de 4 heures. Donc ça veut dire que c'est une mine absolument extraordinaire pour l'historien et pour le chercheur. Enfin, évidemment, nous avons eu et nous avons encore une année 1974-2024 particulièrement chargée, puisque c'est le cinquantenaire du décès du président Georges Pompidou, et parmi toutes les manifestations scientifiques que nous avons organisées, je n'en citerai, je vous rassure, que 2. Tout d'abord, un colloque qui a eu lieu en mars sur la gouvernance pompidolienne, où nous avons essayé de faire ce que j'appellerais du passé-présent. Et puis, enfin, la sortie, effectivement, d'un dictionnaire Pompidou. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui sont ici d'y avoir participé. C'est grâce à eux que ce dictionnaire a pu exister. 140 notices, 110 auteurs, et qui est sorti chez Robert Laffont en mars et 2024. Voilà. Maintenant, je voulais simplement terminer par la satisfaction d'être là, en souhaitant que cette journée soit une journée fructueuse, effectivement, non seulement en communication, mais également en débat et en discussion, et en remerciant évidemment à la fois Thierry et la Fondation Jean Jaurès, Gilles et la Société française d'histoire politique, et je crois que je vais passer peut-être la parole à Gilles Richard, qui va nous présenter effectivement, alors du côté plus scientifique, cette journée, et qui est donc, je le rappelle, président de la Société française d'histoire politique. Merci beaucoup. Merci Christine, merci Thierry. Donc je vais essayer de... On a 10 petites minutes de retard par rapport au programme, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors notre époque aime les commémorations. En 2024, vous savez, de ce point de vue dominé par le 80e anniversaire de la Libération, à un moment où les derniers acteurs témoins disparaissent. Mais ce pourrait être aussi le 80e anniversaire de la fondation du MRP. Il va y avoir un colloque. Le 100e anniversaire de la fondation du PDP en 1924. On pourrait fêter le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre ou de Dien Bien Phu. Les ministres sont allés au Vietnam commémorer même les défaites maintenant. Le 40e anniversaire du tournant de la rigueur, ou bien le 20e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe orientale. Nous avons choisi le 50e anniversaire de l'année 1974, envisagé dans sa globalité. Pourquoi ? Pas par goût des anniversaires marquants, le demi-siècle en l'occurrence, mais parce que c'est une année cruciale dans l'histoire de la société française pour diverses raisons que nous allons envisager aujourd'hui et qui marque encore d'ailleurs nos existences, pour le pire ou pour le meilleur. Je pense à 2 thèmes que nous allons aborder, le choix du tout nucléaire ou bien les lois Veil de 74-75. 2 phénomènes doivent être soulignés d'emblée. Du point de vue politique, bien sûr, c'est l'élection présidentielle qui suit le décès de Georges Pompidou le 2 avril. Cette élection présidentielle est marquée par une bipolarisation presque parfaite, et les libéraux prennent le pouvoir, tandis que le gaullisme cesse, à partir de cette année-là, d'être la principale famille politique à droite. Et du point de vue économique et social, c'est la fin des 30 Glorieuses, qu'on n'appelle pas encore comme ça. C'est plutôt la fin des temps faciles, selon la formule de Jean Fourastier, que Régis aime particulièrement et dont il nous parlera tout à l'heure. 1974, c'est
l'apogée industriel français en termes de production, avant que la désindustrialisation ne devienne le fait économique majeur du demi-siècle qui vient de s'écouler. Et c'est en même temps le point de départ d'un essor rapide du chômage. Le chômage a commencé à augmenter avant, mais à partir de 1974, son augmentation devient très forte, puisque en 1974, on franchit le seuil des 500 000 chômeurs, qui était le seuil maximum fixé par les responsables du 5e plan qui couvrait l'année 66-70 et qui avait mis en place d'ailleurs toute une série de mécanismes pour contenir ce chômage, à commencer par la création en 1967 de la NPE. Donc 1974, une année qui est un changement d'air, comme l'a dit d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, avec un sens de la prévision historique assez grande, puisque dans son premier discours, il annonce l'entrée, je le cite, le début d'une ère politique nouvelle. Mais la France n'est pas un isolat au milieu du monde, et il nous est apparu indispensable de conduire l'analyse dans le contexte des mutations à l'échelle de l'Europe. La France est membre du marché commun, comme on disait à l'époque, de la communauté, comme on disait couramment à l'époque, et membre de la communauté économique européenne depuis 1957. Et à l'échelle du monde, la France est partie prenante de la guerre froide, même si elle l'est de façon spécifique. À l'échelle de la CEE, une CEE qui compte 9 membres depuis le 1er janvier 1973, la situation de la France est contradictoire en 1974 et donc incertaine. Christine Manigan, cet après-midi, et d'autres collègues reviendront sur ce sujet. C'est la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Cette victoire de Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle est la victoire, entre autres, d'un membre du comité pour l'action du comité d'action pour les États-Unis d'Europe, fondé par Jean Monnet en 1955. Cette victoire change la donne. Et le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, n'a pas tout à fait le même style que son prédécesseur, Michel Joubert. Juste un petit rappel pour vous faire sourire. En 1974, les États-Unis, on reviendra là-dessus rapidement, essayent de mettre en place un comité de coordination des pays industriels capitalistes pour faire bloc face aux pays de l'OPEP, ce qu'on appelle donc les 12. La réunion des 12 à Washington donc, se déroule et la France décide de ne pas y participer. Et Michel Joubert, devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, conclut sa présentation, son compte-rendu de cette réunion des 12 à Washington à laquelle il a participé, de cette manière. La prochaine fois que je rencontrerai mes collègues allemands et anglais, je leur dirai, en souriant bien sûr, « Bonjour les traîtres ». On constate donc qu'entre Jean Sauvagnargues et Michel Joubert, le ton n'est pas tout à fait identique. Mais si la victoire de Valéry Giscard d'Estaing est un élément qui va favoriser, on le verra là, comme on dit, construction européenne, la même année, le Royaume-Uni voit un changement de majorité, les travaillistes prennent la majorité et veulent renégocier, alors qu'ils sont dans l'Union européenne depuis un an, le traité d'adhésion, et ils bloquent le dialogue euro-arabe que la France veut initier sur la question de l'énergie, en fonction d'une stratégie complètement différente de celle des États-Unis. Plus largement, la guerre froide prend un nouveau cours en 1974, un nouveau cours qui est marqué par l'affaiblissement géopolitique des États-Unis. Quand les pays de l'OPEP, qui se posent en fer de lance du tiers-monde, revendiquant un nouvel ordre économique mondial. C'est un des grands slogans à l'échelle du monde de cette période. Donc, quand les pays de l'OPEP augmentent fortement les prix de référence du pétrole en décembre 1973, en sachant que ce n'est pas une rupture complète, le processus d'augmentation des prix du pétrole est amorcé depuis 1970 par l'Algérie et la Libye. Il y a simplement un effet de seuil en 1973, mais le processus est engagé. Donc quand ces pays de l'OPEP augmentent les prix du pétrole, ils sèment un grand trouble au sein des pays riches, les 12,
puisqu'il y a deux catégories de pays, États-Unis et Canada, qui ont du pétrole, et les pays européens et le Japon qui n'en ont pas. Et ils sèment encore plus le trouble dans la masse des pays du tiers-monde, brutalement appauvris par cette hausse du prix du pétrole. 1974, c'est aussi l'année, je vous le rappelle, vous le savez, de la démission du président Richard Nixon, le 9 août à midi, qui est remplacé par Gerald Ford, non élu. Une première dans l'histoire, qui lui-même nomme un nouveau vice-président non élu, Nelson Rockefeller. 1974, c'est l'année de la révolution des œillets au Portugal, un pays membre de l'OTAN, dont on parlera cet après-midi, un pays où les gauches se retrouvent soudain en position de force, et un pays qui reconnaît l'indépendance de la Guinée-Bissau le 10 septembre et qui signe un accord de transition avec les îles du Cap-Vert vers l'indépendance. Et c'est le point de départ de la décolonisation complète de l'Empire portugais l'année suivante. 1974, c'est aussi l'année du coup d'État à Chypre contre Monseigneur Makarios, un non-aligné, coup d'État organisé par le gouvernement dictatorial de Grèce le 15 juillet, qui entraîne l'intervention de la Turquie le 20 juillet, et un coup d'État en Grèce le 24 juillet, qui provoque la chute des colonels et l'arrivée au pouvoir de Karamanlis, nouveau Premier ministre. C'est la première fois que deux pays de l'OTAN s'affrontent. Et l'affrontement continue à Chypre. 50 ans plus tard, la Chypre est toujours coupée en deux. Et la Grèce sort de l'OTAN en 1974, comme la France. Elle reste dans le traité de l'Atlantique Nord, mais elle sort de l'OTAN. Toujours dans cette année, à l'échelle du monde, le 12 septembre, le Négus d'Éthiopie est renversé, Haïlé Sélassié est renversé. Depuis février, il était peu à peu privé de ses pouvoirs, mais le 12 septembre, le DERG, qui est le nom qu'on donne au groupe de militaires qui prennent le pouvoir, le DERG prend le pouvoir et proclame la République démocratique populaire d'Éthiopie. Le président du gouvernement provisoire, le général Amar Andom, va bientôt être supplanté par le premier vice-président, l'homme fort, Mengistu Haïlé Mariam. Et puis, je vous rappelle que l'année se finit en décembre 1974 par le début de l'encerclement de Saïgon par la guérilla communiste du Sud-Vietnam et au Cambodge voisin par le début de l'encerclement de Phnom Penh par les troupes des Khmers rouges. Comme toujours, lorsque l'on écrit ou que l'on pense l'histoire du temps présent, il faut se rappeler que les contemporains ne percevaient pas les phénomènes que nous allons décrire aujourd'hui comme nous le faisons. C'est le problème, vous savez, en histoire du temps présent, le problème des processus en cours et de leurs conséquences que l'on ne peut complètement apprécier. Ce qui met d'ailleurs, d'une certaine manière, les historiens et les historiennes dans la même position que les dirigeants politiques qui doivent prendre des décisions. Sauf que nous, ça n'engage que ce que nous écrivons. Il y a donc moins de risques. Pour faire un peu d'égo-histoire, parce que je vous rappelle que dans l'histoire du temps présent, les historiens font partie des acteurs. Les historiens et les historiennes sont dans l'histoire, ils font partie de ceux qui la font, cette histoire. Voilà. Moi, en 1974, j'avais 18 ans, je sortais d'Hippocagne, et j'étais moniteur de voile en Corse, et je lisais Le Monde le soir pour essayer de comprendre ce qui se passait à Chypre. J'étais jeune communiste à ce moment-là, et je comprenais que dans l'humanité, j'allais pas tout comprendre complètement, donc je me permettais de lire aussi Le Monde. Voilà. Et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. C'était très bizarre, ce combat entre deux pays de l'OTAN. Il faut dire à ma décharge que Henry Kissinger lui-même n'avait rien compris à ce qui se passait. Et qu'il a été persuadé dès le départ que la Turquie n'interviendrait jamais. Voilà. Donc il s'est trompé, il l'a dit plus tard. Et c'est lui ensuite qui organise le coup d'État en Grèce contre les colonels. Donc vous voyez qu'on agit là dans une situation, on est dans le brouillard, quoi. Et pour décrypter les phénomènes en cours, c'est bien compliqué, et les historiens sont dans la même position que tout le monde. Pour vous montrer justement,
pour montrer comment l'écart qu'il y a entre ce que l'on a vécu en 74, pour les plus vieux d'entre nous, beaucoup de jeunes ici ne savent pas, hein, bien sûr, on n'était pas nés encore, et ce que l'on va en dire aujourd'hui. Je vais terminer en faisant, je suis dans les temps encore, oui. Je vais terminer en revenant sur quelques éléments importants de cette année. En 74, il n'y a que les personnes qui l'ont vécu qui peuvent se rappeler, l'année est dominée par la question du choc pétrolier, qui sert à justifier différentes politiques, des politiques contradictoires d'ailleurs au départ, jusqu'à ce que Raymond Barre, en 76, fixe la ligne, fixe le cap, un cap dont on n'a pas varié depuis, sinon pendant la courte parenthèse 81-83. Vous n'imaginez pas ça, mais en 74, quand vous preniez de l'essence, quand vous achetiez de l'essence, on vous distribuait des tracts pour vous expliquer que les compagnies, c'était Shell qui faisait ça, n'étaient pas responsables de la hausse du prix du pétrole, mais que c'était les pays arabes qui en étaient responsables. Leclerc invente un nouveau totem là pour signaler ses pompes à essence. Hein. C'est un émir qui tient le tuyau de la pompe à essence et il en sort une goutte. C'est comme ça qu'on signale les pompes à essence chez Leclerc en 1974. Il y a une véritable propagande sur qui est responsable de la situation. Et on vit dans ce monde, les économies, on change d'heure, hein, on passe à l'heure d'été. Bon. 50 ans plus tard, que peut-on dire de tout ça? Eh bien, le monde a appris à faire avec du pétrole cher et nous n'en sommes pas morts. Ce choc pétrolier a en fait masqué un autre processus de fond qui s'amorçait au même moment, la troisième révolution industrielle fondée sur le numérique, hein, et la désindustrialisation dont Régis nous parlera tout à l'heure. Alors que, du point de vue européen, les petits pas dans le domaine de la construction européenne, amorcés par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, vous savez qu'en décembre se tient le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui décide d'une régularité des sommets, au moins 3 par an, hein, et qui décide la création du fonds européen, du fonds régional européen pour le développement des régions. Eh bien, en fait, ces premiers pas, ces petits pas amorcés par Valéry Giscard d'Estaing, eux, qu'on a à peine remarqués à l'époque, ont eu un bien plus grand effet à long terme, puisqu'ils amorcent le processus d'intégration progressive des pays de l'Union européenne, en même temps que cette Union européenne va s'élargir. Quant à l'affaiblissement géopolitique des États-Unis, qui démarre en 1974, mais qui éclate au grand jour en 1975, quand l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique et le Vietnam signent des accords avec l'Union soviétique qui peut ouvrir des bases navales dans ces États, qui donnent donc à l'Union soviétique le contrôle de toutes les grandes routes pétrolières, et qui fait que, en cas de guerre mondiale, l'Union soviétique a la main sur l'économie des pays capitalistes. C'est un court moment où il y a une véritable parité entre les deux blocs. Eh bien, ce moment n'a pas duré finalement si longtemps que ça, car dès 1980, l'Union soviétique s'enlise en Afghanistan, la crise en Pologne prend une ampleur considérable, l'économie soviétique commence à s'effondrer du fait de l'investissement militaire colossal qu'elle a dû faire pendant 20 ans pour arriver au niveau des États-Unis. Conclusion. Eh bien, nous sommes bien entrés en 1974 dans une ère politique nouvelle, l'ère du néolibéralisme triomphant, sauf la parenthèse 81-83, et l'ère du chômage de masse. C'est probablement ça qui marque, à l'échelle de la France, qui donne son importance à cette année 74. 74, c'est un moment très particulier sur le plan politique. La France ne fut jamais aussi près de connaître un nouveau Front populaire, la hantise des classes dirigeantes depuis 1936. On est en effet, le Front populaire, je vous rappelle que c'est un moment qui est caractérisé par un double phénomène, un puissant mouvement social et des gauches unies qui prennent le pouvoir. Et c'est l'association de ces deux phénomènes qui fait du Front populaire un moment fort et un
moment de contestation du capitalisme qui est en France exceptionnel. Eh bien, en 1974, on est proche de ce moment, avec un mouvement social bouillonnant bien plus important qu'en 1936, parce qu'il touche la société dans son ensemble, et pas seulement le monde ouvrier. On en parlera cet après-midi. Même les paysans du Larzac, même les appelés du contingent contestent l'organisation de la société. Et les gauches, les grands partis de gauche sont unis sur un programme commun qui est bien plus avancé que le petit programme commun de 36 qui fait à peine une page. Là, c'est un livre entier. Voilà. C'est l'élection présidentielle la plus disputée. Elle se joue à 400 000 voix, à peu près 1% des inscrits. C'est la plus imprévisible. Aucun sondage ne peut prévoir qui va gagner, sérieusement, vu les marges d'erreur. C'est aussi l'année du record de participation électorale. Et finalement, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'emporte, car la France est en guerre froide et que l'anticommunisme et la peur d'un nouveau front populaire sont encore un ciment important des droites, essentiel même, qui a des effets au-delà des droites. Il l'emporte de peu, mais il l'emporte. En même temps, le chômage de masse s'accroît, et naturellement, il n'y a pas de rapport entre les deux. Ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui provoque l'entrée dans l'ère du chômage de masse. S'il avait pu se passer du chômage, il l'aurait volontiers fait, et il a mis 2 ans avant de comprendre qu'il devrait faire avec, mais ce n'est pas de sa responsabilité personnelle. En 1976, on franchit le cap du 1 million de chômeurs, un cap que Georges Pompidou avait signalé comme étant la limite absolue, à son avis, quand on atteindrait 1 million de chômeurs. Si on atteignait 1 million de chômeurs, ce serait la révolution en France. Vous pouvez remarquer qu'elle n'est pas arrivée, même avec 5 millions. En 1974, se multiplient les grèves défensives, désormais, contre les fermetures d'usines. La désyndicalisation s'amorce en 1977-1978, et globalement, c'est le délitement du mouvement ouvrier qui se produit au moment même où le patronat organisé, autour de François Sérac, met au point de nouvelles méthodes de contrôle des salariés avec le concours actif du gouvernement à partir de 1976. À partir de là, la victoire des gauches en 1981 a une toute autre signification que celle qu'on lui donne en 1981 de revanche sur 1974. Elle est une revanche sur 1974, elle est un aboutissement du moment 68, mais à long terme, elle se déroule dans un contexte complètement différent, et en fait, on le constate après coup, en 84, les potentialités transformatrices sur le plan social et politique de l'année 74, qui sont très puissantes. On est au bord d'un basculement politique profond, du type plus important encore que 36. Sans doute, ces potentialités se referment et Jacques Delors, homme de la pause dans les réformes, est choisi pour présider la Commission européenne à partir du 1er janvier 1985. Merci.